Bonjour, eh bien c'est moi qui ai le plaisir aujourd'hui d'animer l'émission Chadesh Yameinu et j'ai le grand plaisir d'accueillir Florian Chinsky. Florian qui vient tout juste d'éditer un ouvrage que je vais montrer à la caméra, En finir avec les idées fausses sur le judaïsme, les juives et les juifs, un livre qui vient de sortir aux éditions de l'Atelier. Alors c'est un vaste programme, cher Florian, mais avant de parler de votre ouvrage, je voudrais dire quelques mots de présentation. D'abord, vous avez été membre de notre communauté ici à Adat Shalom. Vous avez fait vos études rabbiniques à l'Institut Scherter à Jérusalem. Et puis, d'après ce que je sais, et je le sais, vous avez également étudié en France, ensuite un doctorat en sociologie. Vous avez obtenu un doctorat en sociologie, donc vous avez une formation très très solide, et d'ailleurs un doctorat qui portait, si je ne m'abuse, aussi sur les questions de fonctionnement de la loi juive et les incidences sociétales. Effectivement, il s'agissait d'une recherche sur les représentations sociales de la flexibilité de la loi juive. Donc en fait, ça reposait sur des interviews pour essayer de voir auprès des différents publics qu'on trouvait en France il y a quand même quelques années, puisque mon ordination et mon doctorat c'était en 2005, de voir comment les personnes réagissaient face à ce qu'est la halakha, ce qu'est sa flexibilité au quotidien et ce qu'est sa flexibilité dans les sources. Alors c'est précisément le sujet de votre livre, en tout cas tel que je l'ai compris, avec quand même un point d'ancrage très qui est dans le titre. On part du principe qu'il y a des idées fausses. Il y a des idées fausses, je crois, sur un peu tous les sujets du monde, mais il y a beaucoup d'idées fausses sur le judaïsme. Alors, il faut faire le tri. Qu'est-ce qui a amené à votre choix? Vous avez choisi, là, je sais pas, il y a des grands thèmes généraux, puis il y a des déclinaisons diverses. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur la structure de votre ouvrage? Bien sûr. Donc, il y a des idées fausses, et en réalité, c'est normal qu'on ait des idées fausses, parce qu'on se fait une idée des choses, et ensuite, on se confronte à la réalité, et on les réévalue, donc on fait évoluer ses opinions. C'est l'enseignement du judaïsme, de toujours chercher les choses, les confronter les opinions, etc. Ce qui se passe pour le judaïsme, c'est que, à mon avis, il y a deux choses centrales. D'une part, en tant que juifs et juives en France, on est extrêmement minoritaire, et dans le monde encore plus. Et donc ça signifie que les personnes face à nous n'ont pas toujours la possibilité de réévaluer leurs idées fausses, parce qu'il n'y a jamais personne qui les leur envoie. Et même quand on est juif ou juive aujourd'hui et qu'on fait face à une idée fausse, c'est déjà très dur de savoir que c'est une idée fausse, parce qu'on n'en a pas forcément la culture. Et ensuite, si on considère qu'il y a une personne juive pour 200 personnes non juives, le pouvoir de conviction de cette personne juive et le désir d'écoute des 200 personnes non juives en face doit être à un niveau très important pour qu'on puisse rétablir les choses. Et c'est pour ça que je tenais à faire ce livre, pour que chaque personne qui le souhaite puisse d'une part réévaluer sa propre vision sur les différents sujets. Et alors quels sont les grands sujets? Il y a des grands sujets, il y a les choses très classiques de l'ancien antisémitisme qui est né en relation avec la façon dont le christianisme s'est construit, et puis il y a bien sûr toutes les questions qui sont liées à des questions qui sont devenues plus culturelles, aussi sous influence de la pensée chrétienne, et puis aussi quelque chose derrière la fameuse civilisation judéo-chrétienne qui a pu exister à certaines époques, et ça veut dire quelque chose de très précis dans certains contextes, mais en général, ce que ça veut dire, c'est qu'on annexe le judaïsme
un autre type de pensée. Et il y a bien sûr, la question du rapport au corps, du rapport entre les hommes et les femmes, en fait, et du rapport bien sûr à Israël, parce que c'est un sujet qui est tellement important et tellement douloureux aujourd'hui, je pouvais pas... je pensais que je devais aussi donner des outils là-dessus. Et en fait, le fil de ça, pour moi, c'est que comme, en tant que juif et juive, on hérite d'une civilisation qui a, ça dépend à partir de mon compte, mais 2000, 3000, 4000 ans selon les strates, et puis bien sûr des choses plus récentes aussi, il y a des choses qui font partie des préjugés d'aujourd'hui, qui se projettent sur le judaïsme d'aujourd'hui, qui ne sont pas du tout vrais dans les civilisations antiques. Par exemple, la vision des femmes a beaucoup évolué récemment en bien, mais juste avant en mal, et encore juste avant, à la période du Deuxième Temple, par exemple, la situation était beaucoup plus favorable. C'est pour ça que, à la période du Deuxième Temple, on n'est pas surpris qu'il y ait le livre de Ruth, que, bon, alors, il n'est pas rentré dans le canon biblique juif, mais qu'il y ait le livre de Judith, etc. On est ni Esther. Mais par contre, aujourd'hui, tout d'un coup, c'est incroyable, regardez la modernité de ces sources, mais en fait, c'est juste parce qu'on projette qu'on devrait être ringard. Mais on n'est pas spécialement, et on a traversé le temps, et en remontant ce fil-là, on s'aperçoit qu'on a des racines profondes et très agréables dans beaucoup de domaines de la pensée humaine. Alors, là, vous avez abordé un des grands thèmes de ce livre, c'est le thème du statut de la femme. C'est d'autant plus intéressant que vous êtes une femme rabbin, et d'ailleurs la première femme rabbin à ma sortie francophone qui exerce en France. Donc c'est un élément important, vous êtes en première ligne, et vous traitez abondamment de cette question-là, vous venez de brosser une sorte de ligne historique de l'évolution du statut, mais il y a des questions plus particulières sur lesquelles vous vous arrêtez. Par exemple, j'ai été frappé par un chapitre qui s'appelle « La faute à Ève ». Alors, vous évoquiez il y a un instant la difficulté pour le public à distinguer entre des idées juives, proprement juives, et des idées qui sont influencées de la civilisation chrétienne. Est-ce que c'est le cas autour de la figure de Ève? Donc, bien sûr, oui, c'est pour ça que je tenais à l'introduire. Je traite cette question dans l'un des deux grands piliers qui parle du cœur du judaïsme, selon moi, c'est partagé, qui est l'étude et les commandements. Et la place des femmes est importante dans ces deux questions-là. Effectivement, autour de Ève, le péché d'Ève, la faute d'Ève, qui rejette les femmes, le péché originel, la femme qui a mangé la pomme, là je souligne les clichés à dessein, et en fait, ça tourne dans quelque chose d'un peu ça glisse presque vers le satanique, avec le serpent et la faiblesse d'esprit, et elle s'est laissée tenter par le serpent. Et en réalité, même si on trouve bien sûr de petites traces de ça aussi dans certaines sources juives, c'est d'abord biblique. Mais fondamentalement, justement, si on revient à la Bible, et c'est pour ça que je cite toutes mes sources dans le livre, la femme vit que l'arbre était bon pour la compréhension, bon pour la compréhension, beau, qui permettait de s'instruire, etc. Et elle décide d'en manger. Bien sûr, il y a une histoire avec le serpent un peu avant, mais il y a vraiment une prise de conscience et une décision. Et c'est ça la vie, c'est regarder, juger, observer, prendre des décisions qui ont des conséquences. Alors après, peut-être qu'on peut, dans un fantasme infantile, puis je comprends, la vie est dure, rêver de faire partie d'un paradis où tout va bien, mais moi je trouve que c'est une force de vivre dans ce monde où il y a des difficultés, où on a la connaissance du bien et du mal, puisque c'est pas une pomme qu'elle mange, mais le fruit de la connaissance du bien et du mal, et où on assume nos responsabilités. Et bien sûr, ça implique qu'on soit conscient, consciente qu'on va mourir un jour. Est-ce que c'est agréable? Non, et c'est souvent très douloureux, mais en même temps, ça nous met dans une optique de responsabilité qui est essentielle. Donc, si j'ai bien suivi, vous êtes en train de dire que la spécificité du judaïsme ou des sources juives, et vous me corrigez si ce n'est pas correct, est de voir dans l'attitude de Ève
qui à la première s'est laissé entre guillemets tenter par le serpent et a consommé ce fruit défendu qui n'est pas une pomme, vous y voyez un acte finalement très positif, pas du tout quelque chose de répréhensible, puisque vous dites que ça a ouvert à la connaissance, à la responsabilité, à des choix. À vrai dire, quand on lit le texte biblique, c'est pas la première impression qu'on a. Il y a des malédictions qui suivent cet acte. Il n'est pas vu de manière aussi positive. Alors j'aimerais bien que vous nous expliquiez, si j'ai bien compris, comment vous trouvez cela finalement comme quelque chose de très constructif. C'est important de souligner que mon admiration personnelle pour Ève n'est pas à 100% reprise dans les sources. Ce qui est exact à 100% par contre, c'est que la Bible décrit des personnages qui font des tas de bêtises plus ou moins calamiteuses de 1000 façons, et qu'aucun personnage biblique n'est exempt d'avoir fait une erreur ici ou là. Et il est certain que le judaïsme n'accable pas d'une façon générale Ève, comme la littérature postérieure peut le faire, de même que, et c'est pour ça que j'ai vraiment tenu à faire des choses sur le corps et même sur la sexualité dans le judaïsme, etc. Parce qu'ensuite l'image d'Ève est artificiellement, ça peut être un des commentaires, mais ça peut pas être plaqué comme ça du point de vue du judaïsme, assimilé à quelque chose de l'ordre d'une transgression sexuelle, parce que la sexualité serait un tabou. Le judaïsme ne s'occupe pas de ça, et au contraire dit, tous les plaisirs et toutes les réalités de la vie font partie d'une occasion pour nous d'apprendre des choses, d'être dans la relation, d'étudier, d'affiner notre compréhension du monde, y compris la sexualité ou tous les autres types de plaisirs. Et en cela, Ève prend ses responsabilités comme d'autres. Et de la même façon, quand on voit les malédictions, il faudrait les étudier, les approfondir, mais on peut avoir tendance à voir une binarité parce qu'il y a une malédiction pour l'homme, une malédiction pour l'homme, une pour la femme, mais en vrai une pour le serpent aussi. Donc c'est pas une vision binaire de la femme est catastrophique, Adam alors l'homme, on va dire l'homme Adam est une pauvre victime. C'est quelque chose d'intéressant, de complexe, de commenter, et c'est ce que j'essaye de faire dans le livre aux différents passages. Bon, en tout cas, il ressort clairement de votre propos que la faute qui est présentée ne concerne pas directement la faute sexuelle. Il y a des sources plus tardives qui vont mêler la sexualité à la faute primordiale, mais ici, il n'en est pas question. Mais est-ce qu'il n'y a pas eu tout de même dans l'histoire du judaïsme aussi, et pas seulement du christianisme, un accablement particulier à l'endroit des femmes autour de ce péché premier? Est-ce que il n'y a pas de trace de cela? Alors, pour 3 fautes, les femmes peuvent mourir en couche. Enfin, pour 3 mitzvot, les femmes peuvent mourir en couche par rapport à la question du péché d'Ève. Je le reprends dans le livre, oui, parce que c'est très intéressant cette source, quand on la reprend textuellement, de voir comment l'excès de la façon dont on accable les femmes a quelque chose d'amusant derrière, parce que ça va vraiment jusqu'au bout. Oui, il y a énormément de sources, énormément de midrashim. Je pense que beaucoup de choses qu'on peut trouver dans le christianisme, on trouve aussi dans le judaïsme, mais pas avec cette emphase-là. Pas avec cette emphase-là. Oui. Et donc après, c'est toujours la même question. Est-ce que les régressions dans la place des femmes dans le judaïsme, qui sont nées de la confrontation à d'autres sociétés, comme la société hellénistique, la société romaine, la société chrétienne du Moyen-Âge, on peut dire 2 choses. Soit on peut dire, c'est une acculturation du judaïsme, et c'est bien dommage, et revenons aux sources anciennes, et vous imaginez bien que c'est ma position. Acculturation, ça veut dire une sorte d'assimilation à la culture ambiante. Vous êtes en train de dire que le statut de la femme n'était pas meilleur dans la société environnante. Et qu'il était souvent pire, et que ça rejaillit dessus. Voilà. Et donc après, on peut aussi dire le contraire, qui est que ces réalités extérieures ont révélé la vraie nature du judaïsme, qui est d'être sexiste. Ça ne va pas être ma position, comme vous en doutez, mais sur le plan logique, ça pourrait se défendre. Mais en tout cas, ce que je défends dans le livre, c'est de prendre différentes questions et de voir
aujourd'hui, comment elle se pose, et dans le passé, aux différentes étapes, qu'est-ce qui s'est déroulé. Alors bien sûr, je sais pas, il y a 74 ou 76 questions. Je fais pas un examen approfondi de chaque chose. Et ce serait vraiment intéressant de se référer, je cite un certain nombre de sources, mais ce serait intéressant d'en citer encore plus pour approfondir chacune de ces questions. Mais au moins, déjà, il n'y a pas d'impasse. Toutes les questions difficiles, je pense, je les traite, y compris les plus désagréables. Parfois même des questions sont humoristiques. Et je pense que c'est important à la fois de montrer Je pense que je fais une place à la critique. Je pense pas que je fais de l'apologie du judaïsme. Peut-être pas à 100%, mais je pense pas. Alors, on va en reparler. Puisqu'on va parler maintenant longuement du statut de la femme, on va faire une petite pause et on va écouter un extrait d'un morceau musical qui s'appelle Mir Leben Ebik. Nous allons vivre toujours, d'un groupe que vous aimez bien, qui sont les Marx Sisters. Exactement. Cher Florian, nous reprenons notre discussion qui porte sur un sujet important. Votre livre parle d'un sujet très important, les idées fausses, les idées reçues que l'on peut se faire sur le judaïsme, les juifs, les juives. Vous êtes une personne particulièrement sensible et engagée dans le dialogue interreligieux, interconfessionnel, c'est-à-dire comprendre l'autre, examiner, analyser le regard de l'autre, c'est quelque chose qui vous tient beaucoup à cœur. D'ailleurs, vous avez déjà coédité ou copublié un ouvrage qui s'appelle Des femmes et des dieux avec une femme imam, Kaina Baloul, et Emmanuel Sebold, une présidente de l'Église protestante unie de France. Donc le sujet était vous tient très à cœur. Et dans ce dialogue, il y a aujourd'hui un écueil, en tout cas un problème que nous avons tous, c'est celui du regard de l'antisémitisme, celui de l'antisionisme, et c'est une question que vous abordez, à laquelle vous consacrez tout un volet dans votre ouvrage. Alors qu'est-ce qui vous préoccupe et quelles sont les idées reçues les plus problématiques à vos yeux sur cette question de l'antisémitisme et de l'antisionisme? D'une certaine façon, effectivement, tout le livre est consacré à la lutte contre l'antisémitisme, parce que les idées reçues qui ont été plaquées, on les remet dans le bon sens. Et donc, oui, le dialogue est essentiel, et c'est pour ça que mon espoir est que ce livre permette à toutes les personnes qui le souhaitent de renouer le dialogue en disant voilà, elle traite de telle question dans tel chapitre, lis-le, qu'est-ce que tu en penses, et on recommence à en parler et de donner des outils. Donc voilà, maintenant le dialogue est très important. Le constat quand même lourd, c'est que le dialogue est extrêmement coupé dans beaucoup de milieux, et alors c'est bien difficile de le dire parce que c'est les milieux que j'aime, les milieux féministes, les milieux de gauche, d'autres milieux de ce type-là. Et encore une fois, c'est pas universel, mais c'est difficile de lutter contre une espèce d'ombre permanente, une espèce d'injonction permanente à tout écraser sous le point de la question israélo-palestinienne. Et autant il est important de dire que ce qui se passe pour les Palestiniens, c'est l'enfer, autant il est aussi important de dire que ce qui se passe pour les Israéliens, c'est l'enfer de mille façons. Et en même temps, mais je ne vais pas faire de géopolitique ici du tout, mais tout ça est lié à des dynamiques mondiales
donc c'est vraiment pas la peine de s'acharner sur les acteurs et les actrices. Par contre, ce qui est important, quand on lutte contre l'antisémitisme, ou contre tous les racismes, ou contre toutes les discriminations, c'est de ne pas faire de généralisation. Donc si on dit les Juifs sont ceci, ou les Juives cela, ou les Israéliennes, les Palestiniens, les Palestiniennes, toute généralisation amène directement au gouffre. Est-ce qu'il y a un stéréotype particulier auquel vous songez qui est prégnant dans tout ce discours? Un trait qui revient constamment sur cette approche haineuse, ou à travers cette approche haineuse? Il y en a quelques-uns. En ce moment, une des difficultés, c'est le fait qu'être sioniste est utilisé souvent comme une insulte et comme une chose qui permet de discréditer toute parole touchant à quoi que ce soit lié au judaïsme. Donc vous redéfinissez d'abord ce que c'est qu'être sioniste. Et l'histoire du sionisme, est-ce que c'était le rêve de Théodore Herzl? C'est quoi être sioniste? Si vous devez le dire en une phrase. Qu'est-ce que ce n'est pas? Je fais des blagues à la fin de chaque chapitre, mais là, je vous laisserai les regarder vous-même, parce que là, en direct, je ne crois pas que je vais faire ça. Être sioniste, la définition de base, c'est considérer que le judaïsme a vocation à exercer sa liberté d'autodéfinition et d'autodétermination comme n'importe quel autre peuple. On peut le contester. Est-ce que chaque peuple peut avoir un État? On peut le contester. Mais on peut décider qu'on va supprimer toutes les frontières, et pourquoi pas. Mais décider qu'on va commencer par supprimer dans le monde entier, de toutes les frontières du monde entier, de partout, d'abord les frontières de l'État d'Israël, alors c'est vraiment confondre les choses et j'en sais rien, c'est virer dernière personne qui a été employée plutôt que de faire une restructuration pour que tout le monde ait sa place. Ça n'a aucun sens. Donc, critiquer l'État d'Israël comme n'importe quel autre État, il n'y a pas de problème. On a le droit de critiquer un État, ça fait partie de la liberté de penser. Par contre, remettre en cause par essence la légitimité à exister de n'importe quel État, dans ce cas-là, il faudrait voir pourquoi est-ce qu'on est anti-sioniste et qu'on n'est pas anti-franciste et qu'on n'est pas anti-germaniste et qu'on n'est pas anti-états-uniste. Peut-être qu'on l'est, mais dans ce cas-là, on est pour tout le monde à égalité. Si on se focalise sur un des pays, alors, parmi les problèmes du monde, on décide qu'il y a un représentant des problèmes du monde qui est coupable de tout, que c'est l'État d'Israël, et ça s'appelle de l'antisémitisme. Prendre une personne ou un État et le distinguer de tous les autres, en l'accablant, ça s'appelle de l'antisémitisme ou du racisme ou de la discrimination, et ça amène du mal global dans le monde. De votre propos et de la lecture de votre livre, je retiens finalement deux choses. D'abord, c'est qu'on a tendance, comme vous l'avez dit, à essentialiser, c'est-à-dire à considérer une entité, que ce soit un peuple, une religion, avec un certain nombre de critères, et de considérer ça comme quelque chose de figé et de définitif, avec des idées très arrêtées. Et puis, justement, la deuxième partie de ça, c'est un surcroît de simplification, comme si vraiment, au fond, le vrai problème des idées fausses, c'était l'incapacité de voir les nuances, d'être dans une approche binaire ou trop simpliste. Est-ce que ce manque de complexité ou de capacité d'affronter la complexité est bien ce qui vous a préoccupé tout au long de cette écriture? Oui, c'est ce qui m'a préoccupé. Et derrière ça, vraiment, l'idée d'instrumentalisation. Je prends un problème et je l'instrumentalise pour y mettre toutes les catastrophes du monde. Et c'est se faire la vie simple sur le plan de la pensée, et c'est se faire la vie simple sur le plan de la gestion émotionnelle, mais c'est la recette gagnante pour continuer à ce que les choses empirent. Et en fait, tout ce livre, derrière, c'est pour moi aussi la volonté de réintroduire du Lashon Hatov, du bon langage, par opposition au Lashon Hara, parce que si deux personnes... Lashon Hara, le mauvais langage. Le mauvais langage, merci. Parce que pourquoi est-ce qu'on dit... et là-dessus, le Talmud Arachin, babylonien Arachin, est vraiment énorme, enfin, vraiment, on va très très loin en disant que ça détruit le monde. Pourquoi est-ce que le mauvais langage détruit la personne dont on parle? La personne qui parle
et la personne qui écoute, parce qu'elle met le problème au mauvais endroit et qu'elle aide à se dédouaner de vraiment trouver des solutions. Donc si on veut la paix, on ne peut pas critiquer les gens derrière leur dos ou donner des opinions sur des problèmes dont on n'est ni spécialiste, ni directement protagoniste. Il faut s'occuper de donner la parole aux acteurs et actrices de terrain, raison pour laquelle je cite ça m'a vraiment tenu à cœur, des associations israéliennes, palestiniennes, qui travaillent ensemble, ou alors qui unissent des Israéliens et des Palestiniens, ou alors en France, les guerrières de la paix, qui unissent... parce que pourquoi ? Elles travaillent ici, sur les problèmes d'ici, pour empêcher la haine de se développer en France, sous des prétextes fallacieux. Alors, Florian Chitki, donc voir la réalité en face. Je remercie beaucoup. Alors, bien sûr, comme on l'a dit, ce n'est pas un livre de géopolitique, mais qui remonte en amont de ces questions et qui analyse les postures de haine. Au fond, votre livre, c'est un bréviaire contre la haine, face au bréviaire de la haine que l'on a tendance à trouver un peu trop dans nos médias et autour de nous. Bien, un grand merci d'avoir participé à cette émission. Et bien sûr, j'incite notre cher public à ouvrir et lire votre livre qui traite de plein de questions, de différents aspects qu'on n'a pas pu aborder aujourd'hui, mais qui montrent que le judaïsme est riche et qu'on a un peu trop d'idées fausses sur ce qu'il est. Merci d'avoir été notre invité. Merci Rivon pour votre invitation et merci à tous nos auditeurs et auditrices. Et à bientôt pour suivre le débat. Kadesh Yameinu, Kadesh Yameinu.